l'écho des papillons, des ailes et de l'espoir face au cancer. Ce diagnostic, ça m'oblige à faire un pas de côté, de regarder comment je vivais, ce qui ne fonctionnait pas, ce qui n'était pas juste, ce qui n'était pas aligné. Donc la médecine intégrative, elle encourage vraiment à se poser toutes ces questions, puisque la maladie, elle est là pour nous enseigner quelque chose, quoi. Et on dit que la maladie, c'est la santé qui se cherche. La joie, la vie sont là malgré tout, malgré la maladie, et en chacun de nous, absolument. Arrêter d'avoir peur de la vie, finalement, oser, entreprendre, prendre sa place. D'un seul coup, tout ça, c'est devenu évident, nécessaire, urgent. Bonjour, je m'appelle Uriel. Uriel avec 2 ailes, comme un papillon, symbole de résilience et de renaissance. Née de mon propre parcours face à un cancer colorectal, j'ai créé L'écho des papillons, un podcast nomade réalisé à vélo et en camion. Mon but ? Recueillir sur ma route toute forme d'initiative et de parcours, source d'espoir, afin de transmettre à mon tour un peu de lumière aux personnes touchées par un cancer. Cheminez avec moi au cœur de conversations intimes et conviviales, partagées avec des hommes et des femmes qui ont transformé la maladie en force. Découvrez aussi une approche novatrice, globale et prometteuse dans le traitement du cancer, appelée oncologie intégrative. Et parce qu'être malade ne signifie pas renoncer à ses rêves, suivez-moi sur ma route dans mes réflexions et conseils personnels sur le voyage avec un cancer. Que ces dialogues et ces ressources vous aident à déployer vos ailes et dessiner votre chemin sur la voie de l'espoir et de la transformation, à l'image de la chrysalide qui devient papillon. Bon voyage sonore. Avant de vous laisser découvrir l'épisode du jour, je voudrais vous informer d'un petit changement. L'écho des papillons adopte désormais un rythme plus doux, plus respectueux de mon propre équilibre. Je publierai un nouvel épisode chaque mois au lieu de tous les 15 jours. C'est un choix que j'ai mûrement réfléchi. Il me permet de continuer ce podcast avec cœur, justesse et surtout avec sérénité, tout en consacrant du temps aux projets qui m'habitent et en respectant mon rythme et ma santé. Merci d'être là, à mes côtés, sur la route. Et si, malgré la maladie, on pouvait encore pédaler au soleil, rire, respirer, vibrer, vivre. Bienvenue dans L'écho des papillons, le podcast nomade qui donne des ailes et de l'espoir face au cancer. Cet épisode a été enregistré sur la route, au fil de mon voyage vers le sud-est de la France, à bord de mon camion bleu Martine. Après plusieurs étapes, j'ai fait halte en Savoie pour rejoindre Florence, au bord du lac du Bourget. Ce jour-là, nous avons enfourché nos vélos pour faire ensemble le tour du lac, une 50aine de kilomètres sous un grand ciel bleu. Un moment de liberté, de souffle et de lumière au cœur même de la maladie. Mais laissez-moi vous présenter mon invitée. Florence avait 51 ans au moment de notre échange. 6 ans plus tôt, elle a été diagnostiquée d'un cancer colorectal métastasé. Elle n'a jamais connu la rémission, mais elle parvient à contenir la maladie depuis toutes ces années. Très vite, elle a choisi de compléter ses traitements conventionnels par une approche intégrative qui prend soin du corps autant que de l'esprit. Si vous voulez en savoir plus sur cette médecine intégrative, je vous invite à écouter l'épisode 2 de L'écho des papillons qui développe en détail cette médecine à la fois moderne, rigoureuse et pleine d'espoir pour les malades. Alors dans cet épisode, Florence nous partage son cheminement, son alimentation repensée, le jeûne intermittent, les compléments alimentaires, l'activité physique, les soins psychocorporels, l'écoute des émotions, la quête de sens. Elle évoque aussi la puissance du lien, de la nature et de cette joie qu'elle cultive comme un acte de résistance. Son témoignage dit beaucoup de la force tranquille de celles et ceux qui, loin des dogmes, cherchent leur propre équilibre. Alors je vous invite à vous installer confortablement et à vous laisser porter par les mots doux de Florence. Bon voyage sonore. Florence, bonjour. Bonjour Uriel. Alors pour commencer, est-ce que tu peux nous raconter ton parcours depuis le diagnostic de ton cancer, à savoir quel traitement conventionnel tu suis, ou tu as suivi et où tu en es avec la maladie aujourd'hui ?
D'accord, donc ça a démarré en 2019, non, fin 2018, et voilà, donc d'emblée, j'ai dû faire face au fait que le cancer était à un stade très avancé, et on m'a proposé rapidement une chirurgie. Auparavant, j'ai commencé une cure de chimio, et puis qui se poursuit. Je continue encore aujourd'hui à bénéficier de ce traitement. Et puis une deuxième l'année d'après, 1 an et demi après. Et une troisième, la troisième c'était il y a 2 ans. Voilà, donc 3 chirurgies en tout. Les images qui ont été prises après les opérations ont montré qu'il y avait quasiment plus rien. Mais en fait, j'ai jamais été réellement en rémission. Et donc aujourd'hui, tu suis toujours des traitements donc, de chimiothérapie, mais à un rythme moins soutenu. En fait, le rythme n'a jamais été, ça a toujours été entrecoupé de périodes de repos pour récupérer. Voilà, donc c'était souvent 3 mois de traitement, 3 mois d'arrêt. Et puis là, on a réalisé que ce temps d'arrêt n'était pas spécialement bénéfique parce que la maladie avait tendance à flamber avec cette longue interruption. Ouais. Donc on a décidé alors en même temps, au fil du temps, on a réduit un peu la dose parce que les chimios étaient difficiles à supporter. Et là, je suis à peu près la dose, et c'est à peu près 50% du produit. Et j'ai eu 2 molécules différentes. La première qui a été c'était plus difficile. J'avais plus d'effets secondaires, notamment perte de cheveux, et puis le syndrome main à pied. Et là, avec cette nouvelle molécule, donc on est passé rapidement quand même à cette nouvelle molécule, à cette deuxième molécule. Et là, je gère plutôt bien les effets secondaires de la chimiothérapie. Donc là, c'est à quel rythme actuellement? Toutes les 3 semaines, je vais à l'hôpital. Et ensuite, j'ai la thérapie ciblée, c'est-à-dire des cachets pendant les 2 semaines qui suivent. Le Xeleda. Le Xeleda, c'est un médicament je prends matin et soir. Après cette prise à l'hôpital. À quel moment tu as commencé à explorer la médecine intégrative et qu'est-ce qui t'a poussé à envisager cette approche? En plus donc des traitements conventionnels. J'ai eu tout de suite du mal avec l'idée que les médecins, la médecine traditionnelle pouvait répondre entièrement à ma demande, d'être soignée. J'ai compris que d'une part qu'il fallait être acteur dans ce parcours, pas se laisser seulement, entièrement guidé par la médecine conventionnelle. Donc très vite, j'ai eu envie de chercher par moi-même, le sens de tout ça, et du coup d'autres voies, d'autres approches, etc. Donc ça a commencé avec sur Internet, j'ai découvert la chaîne YouTube de Guy Tenenbaum, très connu, parce qu'il a fini en rémission d'un cancer métastasé de la prostate. Et il donne des conseils, etc. Et puis du coup, il a parlé de cette approche métabolique de la maladie. Donc ça m'a interpellée. Et de là, je suis arrivée il a parlé d'un naturopathe spécialisé en cancérologie que j'ai fini par contacter. Et là, je suis entrée dans une association qui voit le cancer d'une autre manière, qui a donc une approche métabolique. Et l'idée, donc, l'idée de la médecine intégrative, c'est d'allier des traitements alternatifs, les coupler aux traitements conventionnels pour obtenir de meilleurs résultats. Oui, donc c'est prouvé que c'est l'alliance des deux qui optimise les chances de guérison. On est perçu comme un être avec différents plans, et pas seulement le plan physique, on essaie de comprendre la cause, et donc on prend en compte la psychologie de la personne, notamment. L'aspect émotionnel, etc. Donc on est... L'alimentation aussi. Alors voilà, donc l'alimentation... on y reviendra. L'hygiène de vie est primordiale.
Et donc, comment ça s'est passé? Comment tu as pu intégrer l'association et puis être suivie J'ai envoyé un mail à celui qui dirige l'association. Et puis, il m'a envoyé un dossier à remplir. C'est une anamnèse, en fait, pour voir où j'en suis au niveau alimentation, mode de vie, etc. Et puis donc, voilà, après il y a eu un premier rendez-vous téléphonique. Donc les consultations se font par téléphone, parce qu'il habite dans le sud. Et voilà, et après il m'a proposé un protocole, donc avec des compléments alimentaires et aussi des conseils en nutrition, hygiène de vie, etc. Concrètement, ça se traduit comment dans ton quotidien? Alors, au niveau de l'alimentation, j'ai pris conscience vraiment que j'avais un souci avec l'alimentation parce que je mangeais trop et mal. Donc, il a fallu apprendre de nouvelles règles en fait en matière de nutrition. Donc, j'ai découvert une autre vision de l'alimentation et j'ai dû donc changer mes habitudes, ce qui est très difficile. Et voilà, donc je suis passée au jeûne intermittent, c'est-à-dire que je ne prends pas de petit déjeuner. Donc il y a un laps de temps pendant lequel je m'alimente pas. Donc ça, je l'ai mis en place assez vite et assez facilement. Et puis ensuite, c'est la suppression diminuer le plus possible les glucides. Donc oui, parce que ça c'est important. Oui. Parce qu'on ne nous le dit pas dans les centres d'oncologie. Voilà. Que les glucides quand même apportent la nourriture en fait aux cellules cancéreuses. Voilà. Il y a d'une part les glucides et puis quand on a un cancer métastasé, malheureusement les graisses aussi alimentent, nourrissent les cellules cancéreuses. Donc voilà, donc lui ce qu'il préconise c'est très équilibré, mais c'est vrai qu'il faut vraiment réduire drastiquement les glucides, les fruits notamment. Pour le fructose. Voilà. Et effectivement, c'est pas du tout ce qu'on nous dit à l'hôpital, puisqu'on nous encourage plutôt même à manger ce qui nous fait plaisir. Donc j'ai compris j'ai pris la décision de parler de ce que je fais à côté en parallèle le moins possible à mon oncologue, parce que je sais que ce serait mal perçu et que je perdrais finalement sa confiance. Donc tu fais ton truc de ton côté. Voilà, je suis mon petit bonhomme de chemin avec ces nouvelles règles. Cela dit, tu me disais hors antenne que il est quand même surpris, ton oncologue, oui, du fait que 6 ans après, voilà, c'est-à-dire ça tient toujours, tu es toujours là. Oui, c'est vrai que quand on regarde les statistiques, c'est assez effrayant. On va dire que j'ai pour l'instant déjoué un peu les statistiques. Alors, j'espère le plus longtemps possible. Mais en tout cas, entre la mise en place d'une nouvelle alimentation et la prise de compléments alimentaires, parce que ça, c'est important, je pense que vraiment, c'est une aide précieuse. C'est une aide précieuse et ça permet... Donc, les compléments alimentaires permettent aussi... le gros bénéfice, c'est de réduire les effets secondaires de ces traitements lourds de chimiothérapie, par exemple. On sait, puisque dans l'association, on a un oncologue qui travaille en partenariat avec nous, qui valide tout ça. Un oncologue donc en médecine intégrative et qui mesure tous les bénéfices de ces compléments alimentaires qui, à la fois, donc, permettent de réduire les effets secondaires des chimios, stimulent le système immunitaire, barrent les 3 principales voies du cancer. Voilà, donc c'est vraiment précieux, quoi. Alors difficile d'être sûr, bien sûr. Mais moi j'ai le sentiment que grâce à ça, ça ralentit. Ça ralentit. Ouais. Ça ralentit la progression, quoi. Et que c'est un ensemble de choses mises en place au quotidien. Ouais, exactement. Donc j'ai mis en place aussi une autre manière d'envisager la vie, ma vie, de prendre vraiment conscience des stress que j'avais en moi et de la nécessité d'avoir une vie avec le moins de stress possible. Parce que ça, c'est vraiment une composante très importante, quoi. Ça m'amène à parler du travail. Au départ, tu travaillais. Oui. Tu étais à la fois professeur de
français Pour étrangers, oui. voilà, Formatrice, oui. et professeur de yoga. Oui. C'est ça. Et donc au fil du temps, comment tu as réussi à concilier ça avec la maladie? Alors dans un premier temps, j'ai réussi à continuer à travailler. Puis après, j'ai eu des arrêts maladie temporaires. Et là, je suis en arrêt maladie depuis plus de 2 ans parce qu'en fait, je me suis rendu compte qu'il y avait beaucoup de stress généré par le boulot de formatrice. J'ai eu des formations à faire, à conduire qui étaient quand même assez stressantes et que la priorité pour moi, c'était vraiment de restaurer une espèce de calme, de repos, de paix intérieure et qu'il était temps vraiment de m'occuper de moi à 100%, à plein temps. C'est ça, parce que, mine de rien, d'être acteur de sa santé, c'est presque un temps plein. Oui, ça demande beaucoup de conscience et beaucoup d'énergie, beaucoup de temps, en fait. Il y a certaines habitudes qui sont modifiées, et notamment les habitudes alimentaires. Si on veut vraiment prendre soin de son alimentation, d'avoir une alimentation plus vivante, plus de qualité, ça nécessite du temps, quoi. Du temps de préparation. Préparer ses repas, du temps pour s'occuper de son corps, mettre en place donc des exercices physiques, parce que le sport, l'activité physique est au cœur de ce protocole, quoi. Le sport, l'activité physique, oui, donc ça prend aussi du temps. C'est important. Alors, c'est pas toujours facile. Pas toujours facile pour moi de faire du sport dans les périodes où je suis fatiguée à cause des chimios. Voilà. Mais j'essaye de faire avec. Justement, mais là, tu me parlais pas plus tard qu'hier d'une technique qui peut être faite justement quand on est trop fatigué, mais qui serait très bénéfique. Alors, ça peut être intéressant pour celles et ceux qui nous écoutent, peut-être d'entendre parler de cette technique que je ne connaissais pas non plus. Mais je ne sais pas si tu veux en parler parce que... Oui, j'ai découvert ça récemment. Donc c'est un médecin américain qui préconise de faire des mouvements. Donc c'est des séances qui durent 2-3 minutes. Des mouvements, des squats, des mouvements de bras, etc. Et sur une période très courte, un temps très court de 2 minutes, en fait, on libère de l'oxyde nitrique qui a de multiples bienfaits. Donc notamment la baisse de l'inflammation, l'apoptose, le contrôle de la glycémie, etc. Au niveau métabolique, c'est vraiment intéressant. Donc là, j'essaie de mettre en place ça. En fait, on découvre sans arrêt des nouvelles choses. En fait, en allant chercher soi-même des solutions, on trouve des pistes et puis on les explore, quoi. C'est ça. Et puis, sans se focaliser sur une seule personne ou une seule... essayer, parce qu'en effet, il faut garder tout esprit critique et puis ne pas tomber non plus dans le... Exactement. Alors ça, c'est pas évident parce que comme il y a un gros stress généré par la peur, la maladie, etc., je me rends compte que quelquefois, j'ai tendance à me laisser un peu porter par l'idée que quelqu'un va trouver ma solution. Alors qu'en fait, je suis convaincue qu'on se soigne soi-même. Et c'est nous qui allons chercher les personnes qu'on rencontre sur notre chemin, qui n'ont pas la vérité, mais qui ont une partie de la vérité. C'est ça. Et en fait, on chemine avec ça, et on avance, et on teste des choses, et puis voilà. Mais c'est vrai que garder son esprit critique, c'est très important. Ne pas s'en remettre complètement dans les mains d'un thérapeute, d'un gourou, de qui que ce soit, d'un médecin. De vraiment questionner aussi ce qu'il nous dit et d'écouter son ressenti. C'est de mettre en place des choses soi-même avec ce qu'on apprend au fur et à mesure. C'est sortir de la dépendance. Et pour moi, la naturopathie, on dit que c'est la voie de l'autonomie. Et puis de se mobiliser, en fait. Se mobiliser, se prendre en charge, prendre soin de soi et ne pas s'en remettre à entièrement... l'équipe médicale, quelle qu'elle soit, quoi. Oui, et le fait d'être acteur de sa santé
permet, mine de rien, d'augmenter ses chances en fait. Alors, on va pas parler de guérison, mais enfin d'augmenter ses chances que ça aille mieux. Les tracteurs, ça change tout. Ça change tout, ouais. Ça change tout. Je reviens sur l'aspect alimentation. Par exemple, si on prend le pique-nique qu'on a mangé tout à l'heure, ce fameux naturopathe qui donne des conseils en nutrition parle d'un régime méditerranéen, mais adapté, donc pas totalement, donc dans lequel il faut enlever le lactose par exemple, Oui. le gluten, Oui. les glucides on disait pas trop de gras. Donc concrètement, ce midi, est-ce que tu peux nous dire ce qu'on a pique-niqué? Mes repas sont toujours composés d'une entrée de crudité pour ouvrir l'appétit, pour stimuler les enzymes digestives. Le cru est intéressant, même si voilà, il n'a pas une place aussi importante que ça dans l'approche qu'on a. Parce que c'est vrai qu'en naturopathie, quelquefois, on est à fond dans le crudivorisme. Là, c'est pas le cas, mais quand même. Donc, commencer son repas par des crudités. Donc, c'est une salade avec du chou-fleur cru, du radis, etc. Et ensuite, une protéine. C'est important d'avoir une protéine. Donc là, en l'occurrence, c'était des œufs. Et puis des haricots verts, un légume cuit, très important. Donc une quantité importante de légumes. En fait, c'est à peu près les 2/3 du repas, avec une protéine. Et puis en dessert, un yaourt de coco. Donc pas de laitage, mais on a droit au yaourt de coco. Et puis... Mais sans sucre ajouté. alors ouais. évidemment, sans sucre. Ouais. Sans sucre. T'as oublié Et il y avait des pois chiches aussi. C'est ça. Donc source aussi de protéines, mais aussi de... Alors il y a un peu de glucides, c'est vrai, mais c'est vraiment intéressant sur le plan nutritionnel. Voilà, et puis un peu de pain cétogène, enfin du pain sans glucides. Voilà, donc c'est un repas où il y a un minimum de glucides, mais quand même qui est suffisamment conséquent. Enfin, l'idée c'est quand même de faire de bons repas, d'autant que le matin je mange pas. Donc voilà. Et puis la même chose le soir, c'est la même base en fait. Donc tu prends 2 repas par jour? 2 repas par jour, ouais. D'accord. Et donc le temps de jeûne intermittent, tu le fais chaque jour? Et c'est pendant... Donc c'est 18 heures et 6 heures. Ah, c'est pas 16 et 8 heures plutôt? Pardon, 16 et... Oui, je me trompe, c'est 16 heures et 8 heures. Donc on mange sur une période de 8 heures. Et ensuite, il y a 16 heures où l'organisme, le système digestif est au repos. Et peut donc, du coup, détoxer, quoi. Donc, la nuit, on détoxe et le matin, le fait de ne pas manger permet de continuer à détoxer. Donc, voilà, ça, c'est intéressant. Et en fait, je me rends compte que j'ai plus de... moi qui adorais les petits déjeuners, en fait, ça ne me manque pas du tout. Et j'ai beaucoup plus d'énergie. En fait, le matin... on n'a pas faim. Enfin, on n'a pas faim, surtout si la veille au soir, on n'a pas mangé de sucre. Parce que sinon, ça crée une envie de manger, quoi. Et je vois que dans les cas où je fais des écarts, le soir, je mange un peu de sucre, ou je me lâche un petit peu, parce que de temps en temps, c'est bien de se faire un peu plaisir quand même, et de ne pas être trop strict. Le lendemain matin, je vois la différence. Alors, ce qui est important, c'est aussi les protéines qu'on appelle les protéines fortes, comme par exemple le maquereau, les choses comme ça. Bon, c'est assez gras, mais ça permet vraiment de réguler la glycémie, de ralentir en fait le passage du sucre. Et ça donne beaucoup d'énergie. On n'a pas faim du tout en consommant ce type de protéines, quoi. Ça, c'est recommandé quand même 2-3 fois par semaine pour les oméga 3, notamment de consommer ce type de protéines. Oui, et j'ajoute par rapport au pic de glycémie, pour les éviter, l'idée des crudités en début de repas, c'est aussi pour éviter ça. Ouais. Ça tapisse l'estomac de fibres et ça permet en effet que les glucides se diffusent lentement. Voilà, aussi, ouais. Les crudités et le gras. Non, alors je vais revenir sur ce que tu disais tout à l'heure par rapport au fait que depuis la maladie, tu avais changé un peu ton état d'esprit, ta manière de vivre en fait. Oui. Et notamment lever le pied, finalement. Oui. Voilà, ça c'est très important. Je pense que ça c'est vraiment central, essentiel. Il y a une vraie prise de conscience. Alors avec le diagnostic de la maladie, du fait que y avait quelque chose qui fonctionnait pas bien.
dans ma manière de vivre, quoi. Et qu'il fallait réajuster. Donc en fait, ce diagnostic, ça m'obligeait à faire un pas de côté, de regarder comment je vivais, ce qui ne fonctionnait pas, ce qui n'était pas juste, ce qui n'était pas aligné, ce qui n'était pas cohérent. Voilà, donc la médecine intégrative, elle encourage vraiment à se poser toutes ces questions. Puisque la maladie, elle est là pour nous enseigner quelque chose, quoi. Donc, Oui, on dit souvent que le corps parle. Bah oui. Voilà. Qu'est-ce que le corps dit que je ne veux pas voir et qu'est-ce qu'il faut que je change. Donc, je pense que vraiment réaliser qu'il y a des changements qui doivent s'opérer, changements profonds dans sa manière de vivre, d'appréhender les choses, changement de rythme. Donc moi, j'apprends encore là à changer de rythme, à revenir à quelque chose de plus lent, mettre plus de conscience dans ce que je vis et de me libérer de tous les stress, en fait, toutes les injonctions, de tous les systèmes. Alors c'est très ambitieux, quoi. Et que petit à petit, c'est ça. Et donc en médecine intégrative, on se penche vraiment là-dessus, sur l'identité, en fait, quoi. Qui on est, quels sont nos besoins, quels sont les besoins qu'on n'a pas honorés, qu'on n'a pas respectés. En fait, le diagnostic pour moi n'a pas été une réelle surprise. Et très vite, j'ai su qu'il fallait que je reconsidère ma manière de vivre. La part émotionnelle aussi est très... Alors voilà, ça c'est aussi le cœur du sujet. Alors de plus en plus, je réalise que c'est vraiment que c'est plus qu'important. Et qu'il faut prendre en charge l'émotionnel, parce que je crois que la maladie, quelle qu'elle soit, je pense que c'est souvent lié à des émotions refoulées. Donc là, il s'agit de s'en occuper. Alors ça, c'est quand même compliqué. Reconnaître que c'est compliqué. Disons qu'il y a plusieurs approches possibles, mais c'est vrai qu'il faut... ça peut être un long processus. Voilà, c'est un long processus. Ça prend du temps. Ouais. Mais bon, la démarche est importante. Donc, Tu as peut-être des exemples de choses que tu as essayé d'explorer pour justement travailler sur ce côté émotionnel? Oui, je suis allée voir un ou deux psys, mais j'avais besoin de sortir un peu du mental et puis d'aller chercher vraiment plus en profondeur, plus dans le corps. Donc là, récemment, j'ai suivi un groupe de thérapie, une thérapie de groupe, plutôt. Et là où il s'agit d'aller chercher vraiment les traumatismes de l'enfance. Je pense que c'est très important. En off, tu disais que ça t'avait vraiment fait découvrir en fait des choses que tu minimisais. Oui, voilà, que je minimisais. Et du coup, le lien avec la maladie a été fait avec comme point de départ ces traumatismes de l'enfance. Voilà, donc il y a des événements dans la vie qui créent des chocs et le corps, en fait, il va restituer tout ça, alors que dans sa tête, on a envie de minimiser, d'oublier, d'avancer, etc. Donc il s'agit de revenir à la base, à ces traumatismes, d'essayer de les traiter et puis de prendre soin de soi, c'est aussi s'auto-materner, se donner ce qu'on n'a pas, ce que l'entourage peut-être ne nous a pas donné. Donc il y a vraiment cette démarche d'autonomie, quoi, de se responsabiliser, de se donner de la douceur, et puis d'avoir de se libérer des injonctions, quoi, de se dépêcher, de faire, etc. Donc ça, je l'avais déjà compris avant, mais là, il faut l'expérimenter. Je me rends compte que c'est vraiment le moment d'expérimenter ça, et puis de remettre de la joie pour essayer de contrecarrer toute cette peur-là liée à la maladie. Et puis je pense que la joie, c'est notre nature profonde. Et en fait, de revenir à ça, c'est très... c'est génial, quoi. Mais pas si simple. C'est pas simple, mais quand on a la chance, finalement, d'avoir du temps pour soi,
Voilà, moi j'essaie de chercher le plus possible donc des expériences qui me mettent en joie. Et en fait, la proximité de la nature, par exemple, alors ça c'est vraiment puissant, quoi. Ça m'aide à être bien, à m'apaiser, à me sentir en sécurité. Enfin, pour moi, la nature, c'est ça aussi. Et de sentir la force, d'être bien en phase avec ce qui nous entoure. Voilà, donc c'est une recherche permanente, mais c'est vrai que d'expérimenter des moments comme ça de calme, de joie, je pense que c'est très puissant pour faire face à la maladie, quoi. Aujourd'hui, tu dis aussi que, d'ailleurs, tu as envie d'en rire un peu, hein, finalement, de la maladie, même si c'est des souffrances, et en même temps, tu as envie qu'on démystifie un peu, Quand on fait l'expérience de quelque chose, on voit à quel point on avait des a priori sur cette chose-là avant de l'expérimenter. C'est comme ça pour tout. Alors, le cancer, le mot fait tellement peur à tout le monde. Il y a un côté qui fige, quoi, dans la peur. Et en fait, quand on expérimente, on est dans un parcours de soins, et on réalise que c'est pas du tout ce qu'on avait imaginé, et qu'en fait, on vit avec ça, et qu'on peut aussi vivre très bien. Enfin, moi, il y a plein de moments où je suis bien. Je me sens même beaucoup mieux, parce que comme je suis plus alignée, je me sens beaucoup mieux dans ma peau maintenant, même si je suis malade. Et en fait, je suis malade, mais c'est une partie de moi qui est malade. Et il y a l'autre part de moi qui veut la vie, qui se manifeste, quoi. Il y a la joie qui se manifeste, voilà. J'ai vraiment à cœur de parler de la maladie de manière plus spontanée, parce qu'on a les gens, l'entourage quelquefois a du mal à nous en parler. L'entourage a du mal à trouver sa place, ne sait pas trop comment se positionner, quoi dire, quoi faire, etc. Parce que c'est, comme je disais, ça fige, quoi. C'est une maladie qui fait tellement peur. Et en fait, moi, j'essaie de dédramatiser le plus possible et tout ça. Alors, l'humour, c'est une bonne arme, parce que on vit quand même des situations qui sont pas toujours confortables, mais qui sont quelquefois cocasses aussi, quoi. On apprend à relativiser beaucoup de choses, mais ça, c'est quand même précieux. Et puis tu veux pas être résumé à la maladie. Non, ça c'est sûr que non. Et quelque part, c'est un peu ce que j'ai ressenti quand je discutais avec les oncologues, c'est que, en fait, on est un corps, on s'occupe que du corps, enfin, on s'occupe du symptôme, même pas du corps, on s'occupe du symptôme. Enfin, on focalise sur une partie du corps sur laquelle on va donc bombarder de la chimie pour neutraliser ça, mais on s'occupe pas de tout le reste. Donc c'est très réducteur, et puis ça donne un sentiment de je sais pas comment dire ça, mais le fait d'être réduit à ça, pour moi c'est pas supportable, non. Donc tu es totalement en phase avec ce choix d'une approche holistique. Oui, ça me paraît indispensable, quoi. Et naturel pour toi. Complètement naturel. Ouais. Complètement naturel. En fait, quand on est confronté donc à cette maladie, donc quand même à la mort, c'est-à-dire l'idée que la mort, en fait, te permet d'être plus en vie, de vivre pleinement, quoi. C'est comme un réveil. Ouais. De commencer finalement à vivre. Alors, qu'est-ce que c'est que vivre ? Évidemment, moi, je me suis posé plein de questions existentielles, ce que c'est que la vie, etc. Et arrêter d'avoir peur de la vie, finalement, oser, entreprendre, prendre sa place. D'un seul coup, tout ça, c'est devenu évident, nécessaire, urgent. On a l'impression quand même, quand on t'écoute, qu'il y a eu un réel changement intérieur en toi. Oui, alors je pense que ça se préparait déjà peut-être un peu avant, mais la maladie, elle a servi de révélateur. Ouais. C'est-à-dire, c'est une manière de me dire, allez, c'est maintenant, quoi. C'est maintenant. Pour moi, c'est vraiment, la résilience, c'est une réconciliation, en fait, avec soi. Pour moi, donc très personnellement, c'était de prendre conscience que j'avais beaucoup de culpabilité, et qu'il fallait peut-être s'occuper de ça, donc se pardonner, Oui, se pardonner soi d'abord. Se pardonner soi. Voilà. Ouais. Se pardonner soi, au lieu de pardonner
aux autres. Parce que c'est d'abord de l'amour à soi, en fait, qui Oui, finalement... qui est le voilà, plus- donc c'est ça, le développement, pour moi, c'est ça. Ça pourrait se résumer à ça. Ouais. Apprendre à s'aimer, à se pardonner, à s'accepter, à prendre sa place, etc. Et la maladie, pour moi, c'était un détonateur, quoi. C'était, bon, allez, maintenant, tu vas enfin t'autoriser à vivre et du coup, à être dans la joie. Je m'autorise beaucoup plus tout ça et je me sens beaucoup mieux, en fait, depuis que je suis malade. Enfin, dans ma tête, je suis beaucoup mieux, je suis beaucoup plus heureuse depuis que je suis malade. Alors ça, c'est quand même une sacrée découverte. Quand même, donc c'est un peu comme un cadeau, finalement. Ah, pour moi, c'est complètement un cadeau qui permet finalement de gérer les moments difficiles. Parce que des moments difficiles, il y en a eu, c'est sûr, et il y en a encore. Alors après, j'ai pas de douleur chaque jour, quoi. Je porte pas des douleurs physiques et je trouve que ça, c'est quand même... ça permet de vivre, en fait, normalement. Ça me permet de vivre normalement la plupart du temps. Parce que quand on souffre physiquement, forcément, dans sa tête, on est moins bien. Mais là, faire de belles expériences de vie, comme faire du sport, être dans la nature, etc., ça me situe du bon côté, quoi. Et ça alimente le bon côté, je dirais. Enfin, C'est un cercle vertueux, finalement. le cercle Ouais. vertueux. Voilà, Ouais. c'est un cercle vertueux. Ouais. Ok, alors maintenant, je vais t'inviter à répondre à une sorte de portrait chinois en rapport avec la résilience. On y va. Alors, si ta résilience était une personne ou est un animal? Alors, ce sera un animal, en fait. Ce sera un animal parce qu'en fait, c'est ce qu'on disait en off, je disais que l'animal, c'est un modèle pour l'être humain. C'est un modèle pour moi. En fait, l'animal, il a tout compris. Il vit, il se contente de vivre, il se contente d'être et en vivant le moment présent. Alors voilà, je dirais un jaguar, parce que c'est sauvage. Pour moi, ça représente un peu la liberté aussi. Et le côté animal, revenir au côté animal, qui nous manque tellement, quoi. Si ta résilience était un objet, mon tapis de yoga, hein. Ah, Parce oui. qu'on en revient quand même toujours à ça, vivre le moment présent, revenir à ce qu'il y a au plus profond, en mettant de côté son identité, là, tout ce qui est construit comme ça, qui nous formate. Revenir sur le tapis et c'est pour moi aussi mettre un peu de discipline dans ma vie quand même. Parce que c'est bien de se laisser vivre, mais c'est bien aussi de mettre en place des actions justes. Et il faut quelquefois aussi un peu de rigueur, parce qu'il faut quand on a compris des choses, et on les met en place d'une manière régulière. Et le yoga, Le c'est yoga, c'est aussi une discipline. Enfin, l'aspect discipline est important aussi. Pas seulement la détente. Oui. C'est aussi le corps. Le corps, toujours. Oui. C'est le corps. L'écoute du corps et... Ouais. Ouais. Le corps, c'est au centre de tout. Si ta résilience était un lieu, un paysage, alors comme ça me vient spontanément les vagues de la mer, parce que c'est une espèce de mouvement éternel, le moment présent en fait. On en revient. Ouais, c'est Ouais. ça. Revenir à l'essence, quoi. Et est-ce qu'il y a des lieux particuliers depuis que tu es malade où tu apprécies te ressourcer? Alors, il y a la nature, comme les balades en forêt, parce que je ressens une telle puissance dans la nature aujourd'hui, beaucoup plus qu'avant. Je suis beaucoup plus attentive à ça. Et puis mon lit où j'ai appris à me créer un cocon de la chaleur, de la douceur, etc. Et de revenir vraiment à moi. Donc mon lit, oui. Ouais. Mais sinon, la nature, le fait d'être... Alors, je dis les deux, mais il y a des moments où j'ai besoin d'être enveloppée dans mon lit. Et puis, il y a des moments où et de plus en plus des besoins où j'ai besoin d'être à l'extérieur.
et d'être dans la nature, de plus en plus immergé dans la nature. Et le lac, là, on est au bord du lac, c'est très apaisant le lac. Surtout que là, en ce moment, le lac est à la surface, c'est lisse. Et on dit, d'ailleurs, c'est une métaphore, hein, quand la surface du lac est lisse, on peut voir vraiment la profondeur. Et alors que quand la surface du lac est agitée, on ne voit pas ce qu'il y a en profondeur. Donc, et c'est ça la méditation. Si on veut aller en profondeur, il y a toutes ces couches qu'on traverse, quoi. Le mental, les sensations physiques, etc. Et tout ça, quand ça devient plus silencieux, permet de voir notre essence véritable. Et donc, notre essence véritable, c'est la joie. Donc, voilà, le lac, c'est une jolie métaphore. C'est très inspirant. C'est très inspirant, oui. Mmh. Si ta résilience était une musique, une chanson, Let It Be des Beatles. Ah oui. Ça va avec le moment présent. Lâcher aussi, prise, lâcher prise, oui. Si ta résilience était un livre ou un film ou un documentaire, L'audace de vivre d'Arnaud Desjardins, mais que j'ai lu il y a 20 ans. Et c'était avant la maladie. Oui. Et tu ne l'as pas relu, mais tu l'as... Je l'ai en tête et puis je comprends encore mieux aujourd'hui. Voilà, c'est s'autoriser à vivre. Alors, si ta résilience était une activité, quelque chose de créatif, à développer sa créativité, ça me paraît important pour s'exprimer. Donc, tout ce qu'on peut créer, je me dis que, je ne sais pas pourquoi, je me disais que j'étais pas manuelle, alors que c'était une limite que je me mettais. Mais je crois que c'est quelque chose que j'avais entendu dans l'enfance. Alors du coup, j'ai envie de faire quelque chose avec mes mains. Donc là, je me suis mise au crochet, j'essaie de... La dernière fois, là, j'ai peint. Voilà, donc ça me paraît être une voie intéressante à suivre. En tout cas, moi, ça me fait envie aujourd'hui. J'ai envie de m'exprimer comme ça. Si ta résilience était une phrase ou une citation ou une blague. Oui, alors j'ai un mantra que je récite depuis 3 ans peut-être. Je peux dire juste le début. C'est je suis abondamment soignée, aimée, soutenue, en sécurité et protégée. Tous les jours, je récite. Par exemple, quand je nage dans le lac, à d'autres moments. Et en fait, c'est venu d'une amie qui me disait qu'elle avait ce mantra. Quand elle l'a récité, je me suis dit, mais tiens, alors je l'ai un peu modifié, pour me l'approprier. Mais j'aime bien. Si ta résilience était une couleur ou une odeur ou un goût, les couleurs de l'arc-en-ciel. C'est toute la palette de ce que la vie peut m'offrir. Si ta résilience était un soin, qui me vient tout de suite là spontanément, poser mes mains sur mon corps, comme une manière de recontacter le corps et d'amener de la douceur. Poser mes mains sur mon ventre et puis d'essayer d'aller écouter ce qu'il a à me dire. Parce que depuis le temps qu'il s'exprime là, que j'entends pas, alors j'apprends à l'écouter, mais un soin qui passe par le corps, toujours. Des ressources psychologiques que tu possédais déjà avant de devoir faire face à la maladie et qui ont pu t'aider. Alors ma mère m'a toujours appris à communiquer les choses, à dire les choses. En même temps, la maladie, c'est le signe quand même qu'il y a des choses qui n'ont pas été communiquées, qui n'ont pas été dites, mais quand même, avec les mots, on peut dire beaucoup de choses. De parler de la maladie, ne serait-ce que d'en parler spontanément, sans tabou. Et puis le yoga, quoi. Le yoga, c'était déjà là avant la maladie, mais oui, ça reste vraiment un outil précieux.
crois-tu que ton environnement, famille, amis, collègues, etc., a pu contribuer à développer cette résilience? Si oui, de quelle manière? Moi, je suis très aidée par mes amis qui ont eu la délicatesse de pas, justement, de pas me regarder de travers parce que j'étais atteinte de cancer et de me considérer. Alors, il y a quelque chose qui s'est modifié, c'est sûr. C'est-à-dire que, bon, quelquefois, on fait plus attention à ne pas se plaindre devant moi parce qu'on se dit, oh là là, j'ai pas le droit. Donc, je leur dis, non, il faut qu'on ait la même relation qu'avant. Mais par contre, j'ai senti beaucoup de chaleur, beaucoup de présence, de soutien. Je me sens très entourée par mes amis. Ma famille, alors justement, j'ai pris conscience qu'en fait, la maladie, en fait, me permettait de me rapprocher de ma famille. Alors, faire attention, parce que du coup, la maladie, elle est utile, mais il ne faut pas qu'elle soit indispensable. J'ai pu mettre à distance, par exemple, un peu la colère, l'agressivité que ma mère pouvait avoir, sa relation avec moi. Donc là, elle n'ose plus. Mais il faudrait que je trouve d'autres moyens, quand même, que la maladie, pour avoir des rapports harmonieux avec ma famille, quoi. Alors, avec mes sœurs, il y a eu vraiment un vrai rapprochement. Donc ça, je suis ravie de ça. C'est que ça crée... je sens vraiment du soutien autour de moi. Oui, puis on sait qu'à l'inverse, l'isolement, voilà. Rien de pire que l'isolement. Oui, alors ça, c'est prouvé. Hein. Les gens qui ouais. sont isolés et qui vivent la maladie seuls comme ça, c'est très mauvais pour... On peut que les encourager à essayer de se rapprocher, à défaut si on n'a plus de famille, mais au moins d'aller, je sais pas, voir une association. Tout à fait, il y a des associations, il y a... Ouais. Le fait de pouvoir parler de ce qu'on vit, c'est quand même essentiel, quoi. De communiquer ce qu'on ressent. Alors si c'est pas les amis ou la famille, ça peut être effectivement... Il y a plein d'organismes aussi aujourd'hui où on peut aller voir et parler et on est accueilli, quoi. Donc oui, ne pas rester seul, enfin être seul, les moments où on doit être seul, puis il y a des moments où il faut faire au niveau social, c'est important d'avoir des expériences sociales, sortir, rire, s'amuser. Avant le cancer, tu étais, après le cancer, tu es. Avant le cancer, tu étais, j'étais plutôt passive. Voilà, c'était mon gros défaut. Et assez dépendante. Et après le cancer, je suis plus indépendante et plus libre. Carrément, j'ose dire parce que c'est le mot, parce que c'est ça. Au final, pour toi, résilience rime avec aisance. Prendre sa place, trouver de l'espace, agrandir l'espace à l'intérieur, autour, aisance. Finalement, les choses sont un peu plus faciles, malgré la maladie. Plus facile, ouais. J'ose plus, en fait. J'ose plus qu'avant. Mais ça, c'est chouette de vivre ça. Hein. Parce que j'ai l'impression que pendant longtemps, je me suis empêchée et que, voilà, j'étais un peu dans mon petit coin, comme une petite souris là, dans son trou. Donc là, je sors et puis j'explore. J'essaye de mettre de l'aisance. À qui as-tu envie de dire merci aujourd'hui? Pourquoi? Alors j'ai envie de dire merci à la petite fille intérieure. À moi, quoi. Bien sûr. Ma petite fille intérieure, parce qu'en fait, elle était là depuis longtemps et puis que je l'avais pas vraiment prise par la main. Et puis c'est elle qui a révélé tout ça, quoi. Cette urgence de vivre, de me réconcilier avec moi-même, de me faire du bien, de m'apporter de la douceur. Et en fait, ça part de là, pour moi. Donc j'ai envie de lui dire merci parce qu'elle me permet aussi de devenir adulte, en fait, finalement.
Florence, notre échange touche à sa fin. Avant de reprendre nos vélos et terminer le tour du lac du Bourget, qu'aimerais-tu dire aux personnes qui se sentent un peu perdues et qui n'ont plus d'espoir dans leur traitement Je pense qu'on est fait de différentes choses et on a différents mois et on a, c'est certain, avec la maladie, je pense des espèces de je dirais naïvement, enfin des sortes de pulsions de mort en fait, qui sont là, qui se manifestent enfin. Mais qu'on a aussi la vie qui est là, qui se cherche. Et on dit que la maladie, c'est la santé qui se cherche. Et que c'est là, et que la joie, la vie sont là malgré tout, malgré la maladie, et en chacun de nous, absolument, en tous, quoi. Donc, en chacun de nous. Donc, comment faire, essayer de trouver sa voie personnelle. Moi, je n'ai pas de conseil spécial à donner, mais d'aller contacter ça, quoi. Puis d'alimenter ça, d'essayer de nourrir ça, tout ce qui nous fait plaisir, tout ce qui nous met en joie. Et pour moi, c'est la meilleure façon de contrer la maladie, quoi. C'est de lui opposer de la joie. Donc essayer de se laisser guider par ça, peut-être. Alors, c'est vrai qu'il y a un temps où on est vraiment sous le choc, on a du mal à rejaillir, à rebondir. Mais la vie, elle est là de toute façon. C'est forcément ça qui va nous guider. Merci pour ce beau message d'espoir, Florence. Merci de m'avoir écoutée. Un grand merci encore une fois à Florence pour ce témoignage à la fois lucide et apaisant. Sa parole libre et courageuse, partagée au fil du chemin, au bord du lac du Bourget. Et vous, avez-vous, vous aussi, exploré des approches complémentaires dans votre parcours ? Quelles sont vos ressources, vos petits rituels pour rester debout face à l'épreuve ? Je serais ravie de lire vos témoignages ou d'en discuter avec vous, ici ou sur les réseaux. Vous retrouverez dans le descriptif de l'épisode les liens vers les ressources évoquées au fil de mon échange avec Florence. Si cet épisode vous a inspiré, vous pouvez soutenir sa diffusion en le partageant ou en laissant un avis sur votre plateforme d'écoute préférée. Pensez aussi à vous abonner pour ne manquer aucun épisode et à rejoindre ma newsletter pour suivre mon actualité. Pour cela, rendez-vous sur mon site www.les2lduriel.com. À dans 2 semaines pour une nouvelle escale sonore. L'écho des papillons, des ailes et de l'espoir face au cancer.